L'Arabie saoudite mise 1 billion de dollars sur une transformation économique radicale. Mais le temps presse pour son avenir dépendant du pétrole. Le monde qui l'entoure change rapidement et le royaume doit s'adapter. La Chine fait d'importants investissements dans des projets locaux, tandis que les États-Unis bouleversent les marchés et provoquent là le chaos. L'Arabie saoudite peut-elle utiliser de nouvelles et d'anciennes amitiés pour rester au sommet ? En 2016, le prince héritier Mohammed Ben Salman a dévoilé la vision. 2030, un plan d'une ambition époustouflante, visant à transformer l'Arabie saoudite d'un royaume pétrolier en un centre mondial d'investissement. Pourtant, une décennie plus tard, la réalité n'est pas tout à fait à la hauteur. La stratégie visait à moderniser la société et à développer de nouvelles industries dans le pays. Le point de départ était de se diversifier pour ne plus être un État pétrolier. Une étape clé a été l'introduction en bourse de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale, qui a levé 25 milliards de dollars en vendant seulement 1,5% des actions de l'entreprise. En 2023, l'entreprise a généré 121 milliards de bénéfices sur 440 milliards de chiffre d'affaires, dépassant la plupart des pays sur une année. Mais ces investisseurs ne seront pas satisfaits si les prix du pétrole restent là en bas. Royal Bank of Canada estime qu'Aramco a besoin d'un prix du pétrole à 77 $ pour maintenir son dividende aux investisseurs. Ainsi, l'action se rapproche des plus bas niveaux observés durant la période Covid. Cela veut dire moins d'investissements immobiliers autour des méga-projets Vision 2030 du Royaume. NEOM Mégapole Futuriste est le joyau de la couronne. La ligne, la caractéristique phare de NEOM, est une immense ville linéaire conçue pour accueillir 9 millions de personnes dans un environnement sans voiture et écologique. Mais le budget du méga-projet a explosé tandis que les délais pour l'achèvement de la construction ne cessent d'être repoussés. Et les experts continuent de se demander, est-il même possible de construire une ville aussi immense dans le désert compte tenu de la rareté de l'eau ? L'Arabie saoudite ne dispose que d'environ 90 mètres cubes d'eau par personne et par an, ce qui est bien en dessous du seuil de 500 mètres cubes pour une pénurie extrême. Pour faire face à cela, l'Arabie saoudite a misé entièrement sur le dessalement, produisant plus de 300 millions de mètres cubes d'eau douce à partir de l'eau de mer chaque jour. Mais cette solution consomme énormément d'énergie, brûle beaucoup de pétrole et émet une grande quantité de gaz à effet de serre. Donc en essayant d'obtenir plus d'eau, l'Arabie saoudite va en réalité à l'encontre de certaines de ses autres initiatives écologiques. Dans le cadre de la vision 2030, le Moyen-Orient devient aussi de plus en plus chaud, ce qui rendra l'eau plus rare et nuira à l'agriculture. C'est une mauvaise nouvelle pour l'approvisionnement alimentaire de l'Arabie saoudite, puisqu'ils importent déjà 80% de ce qu'ils consomment. La géographie de l'Arabie saoudite n'aide pas non plus. La majeure partie du territoire est désertique, avec moins de 2% de terres propices à la culture. Malgré ces obstacles, l'Arabie saoudite poursuit ses projets technologiques. Ils investiront 40 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle pour devenir leader et attirer les grandes entreprises technologiques. Le fonds d'investissement public saoudien, doté d'environ 1 billion de dollars, finance des projets en robotique, villes intelligentes, intelligence artificielle et énergie propre. Le fonds d'investissement public veut atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici 2030, mais cela s'avère difficile. Le gouvernement essaye de lancer des startups, mais ce n'est pas la Silicon Valley. Et ils ont besoin que ces efforts portent leurs fruits pour créer des emplois, surtout pour les jeunes. Plus de 60% des Saoudiens ont moins de 30 ans, mettant sous pression l'avenir économique. En ce moment, le chômage est un gros problème, notamment pour les diplômés universitaires. De nombreux jeunes Saoudiens peinent à trouver un emploi malgré leur diplôme, révélant un écart entre leur formation et les besoins des employeurs. Le pays entier mène une course contre la montre face à ce changement économique. Si 60% des programmes de Vision 2030 réussissent, ce sera un grand progrès. Mais si seulement 20 à 30% d'y sont réalisés, la situation financière du gouvernement saoudien deviendra instable. Pour tenter de couvrir leurs risques d'investissement, les Saoudiens ont invité leur plus grand client pétrolier, la Chine, à devenir un investisseur majeur dans les projets de Vision 2030. Sous l'égide de son initiative La Ceinture et la Route, la Chine a contribué au financement du développement de la ville industrielle de Shenzhen, à des partenariats
dans NEOM à des projets d'énergie renouvelable comme des centrales solaires, ainsi qu'à des investissements dans le secteur minier de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens espèrent que ces investissements rapprocheront encore davantage les deux pays. Mais il est peu probable que la Chine puisse remplacer les États-Unis en tant que garant de la sécurité des Saoudiens. Bien que l'armée populaire de libération soit immense et ait connu la plus grande montée en puissance militaire au monde depuis la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient n'est que sa troisième ou quatrième priorité. La Chine doit se préoccuper de sa sécurité intérieure, de Taïwan et de ses voisins immédiats. Alors, qui d'autre pourrait protéger les Saoudiens ? Le Japon se concentre également davantage sur les affaires en Asie et s'approvisionne de plus en plus en énergie auprès des États-Unis. Les intérêts de la Turquie ne sont pas nécessairement alignés avec ceux des Saoudiens, comme en témoigne leur partenariat avec le Qatar. L'Inde est encore à une décennie de la puissance militaire dont elle aurait besoin pour projeter sa force au Moyen-Orient. L'Europe n'achète pas autant de pétrole saoudien, ayant surtout besoin de gaz naturel. Il ne reste donc qu'Israël. Les accords d'Abraham, la normalisation des relations entre les Saoudiens et les Israéliens, tournaient entièrement autour de cette réalité. Le principal adversaire du royaume, c'est l'Iran. Donc l'ennemi de leur ennemi, Israël, peut devenir un ami. Les Israéliens peuvent partager des renseignements et aider à utiliser les systèmes d'armes américains, mais ils ne peuvent pas sécuriser le golfe Persique. Cela reste l'un des points chauds les plus dangereux du monde. Et si la mèche s'enflamme, il pourrait ne rester que les Saoudiens pour l'éteindre. D'où la base de la puissance économique et géopolitique de l'Arabie saoudite, c'est sa richesse pétrolière. Le royaume contrôle un quart des réserves prouvées de pétrole dans le monde. Et ce pétrole, c'est le plus facile à extraire du sol sur la planète. Les coûts de production de l'Arabie saoudite sont estimés entre 2 et 10 $ par baril. À titre de comparaison, celui de la Russie coûte 15 $. Le pétrole norvégien offshore coûte 25 $. Le schiste américain tourne autour de 40 $. Le gouvernement saoudien a ainsi utilisé cette marge pour financer d'importants projets d'infrastructures, des programmes sociaux et des investissements à l'étranger. C'est l'outil clé de la politique étrangère du royaume, lui donnant de l'influence dans le monde entier. Mais son économie est bien moins diversifiée que celle de la plupart des autres pays. Le budget national saoudien dépend du pétrole pour plus de 60% de toutes les recettes publiques. En conséquence, le prix d'équilibre budgétaire du gouvernement saoudien, c'est-à-dire le prix auquel le budget annuel du gouvernement est équilibré, est bien plus élevé. Il est d'au moins 70 $ et probablement plus proche de 100 $ le baril. Cela signifie que depuis quelques années, les Saoudiens fonctionnent en déficit. Et le président des États-Unis veut que le prix du pétrole continue de baisser. Je vais aussi demander à l'Arabie saoudite et à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de réduire le prix du pétrole. Vous devez le faire. À la fin de 2024, le ratio dette produit intérieur brut de l'Arabie saoudite était de 30%. Même si cela paraît faible par rapport à d'autres pays, c'est inquiétant pour le royaume. En raison de sa dépendance à une seule ressource pour la majorité de ses revenus, ce niveau d'endettement représente un risque considérable. À titre de comparaison, la dette souveraine de l'Arabie saoudite est notée A+ par S&P et Fitch, soit la même note que le Japon ou la Chine. La dette de la Chine atteint environ 90% du produit intérieur brut hors gouvernements locaux, tandis que celle du Japon dépasse 200%. Certes, les économies chinoises et japonaises sont bien plus grandes, mais elles ont aussi bien plus de marge de manœuvre financière que les Saoudiens, même en important beaucoup de pétrole du Moyen-Orient. Les Saoudiens ont besoin que cette demande se maintienne. Toute récession qui réduirait la demande d'énergie frapperait durement le royaume. Le Premier ministre Mohammed Ben Salman s'efforce de diversifier l'économie de son pays, mais cela coûte cher et les résultats ne sont pas encore visibles. Et il y a une nouvelle évolution qui rend cette équation économique encore plus dangereuse. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le cartel dont les Saoudiens sont les dirigeants de facto. Il y a 65 ans, les Saoudiens ont organisé et dirigé un cartel pétrolier appelé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et pendant des décennies, ils ont réussi à contrôler l'offre de pétrole, faisant grimper les prix. Mais récemment, la révolution du schiste aux États-Unis a fondamentalement changé cette réalité d'une manière que l'Arabie saoudite ne peut pas contrer.
et le pouvoir de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à contrôler les prix mondiaux du pétrole diminue de façon spectaculaire. Les producteurs de schiste américains ont transformé les États-Unis en premier producteur mondial d'hydrocarbures et ont inondé le marché de coproduits comme le gaz naturel et les liquides de gaz naturel. Ces ressources imposent effectivement un plafond au prix du pétrole, car elles remplissent pourtant des fonctions similaires à des coûts bien inférieurs. La preuve de ce changement est apparue plus tôt cette année lorsque l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a annoncé de manière inattendue des augmentations de production, faisant chuter les prix du pétrole en dessous de 70 $ le baril juste après que le président Trump a déclaré son intention de viser un pétrole à 50 $. Ce n'était pas une coïncidence, mais une reddition. Même l'Arabie saoudite, avec tous ses avantages de production, ne peut plus manipuler les marchés mondiaux comme elle le faisait autrefois. Et pour un pays dont la transformation économique dépend du maintien du prix du pétrole au-dessus de 70 $, le baril cela représente une menace existentielle pour la vision 2030 et les plans ambitieux du royaume. Alors que le coût réel de l'énergie tend à baisser et que les sources d'énergie alternatives gagnent du terrain, le temps dont dispose l'Arabie saoudite pour diversifier son économie s'écoule plus vite que prévu. Et au moment même où la situation devient dangereuse, son protecteur se retire de la région. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont été des alliés proches pendant des décennies, mais leur relation est en train de changer. Les États-Unis quittent le Moyen-Orient pour se focaliser sur l'Asie et contrer la Chine, tout en subissant la lassitude de la guerre chez eux. Cela place l'Arabie saoudite dans une position difficile. Les dirigeants saoudiens craignent qu'une présence américaine réduite n'encourage l'Iran et d'autres acteurs à semer des troubles dans la région. Les États-Unis dépendent aussi beaucoup moins du pétrole saoudien. Avec la baisse des importations de pétrole, les raisons économiques de rester alliés diminuent. Ces changements créent un vide de pouvoir au Moyen-Orient. Le budget militaire de l'Arabie saoudite montre son désir de devenir une puissance régionale. Avec un budget de 78 milliards de dollars en 2025, elle sera la 5e mondiale en dépenses de défense, devant de nombreuses puissances établies. Mais cet investissement massif soulève une question. Pourquoi l'armée saoudienne n'est-elle pas plus efficace ? Malgré tout cet argent, les forces armées saoudiennes sont souvent vues comme comme faibles, certains les appelant même tigres de papier. Cette réputation rend leur situation dangereuse. Mais la réalité qui se cache derrière aggrave encore les choses. Depuis 10 ans, les forces saoudiennes n'atteignent pas d'objectifs militaires majeurs au Yémen, malgré des rebelles houthis moins équipés. Le conflit s'est prolongé pendant des années sans victoire militaire claire. En septembre 2023, la vulnérabilité de l'Arabie saoudite est apparue lorsque les rebelles houthis, malgré un budget bien inférieur à celui du royaume, ont percé les défenses antimissiles américaines et frappé des sites pétroliers clés à Jeddah. L'attaque a fait grimper les prix mondiaux du pétrole de 4% en une nuit. À quoi bon avoir le 5e plus grand budget de défense au monde si vous ne pouvez pas protéger votre infrastructure économique la plus importante contre des insurgés armés d'armes rudimentaires ? Il y a plusieurs raisons à cette mauvaise exécution. Cela débute par la grande dépendance du royaume envers des entrepreneurs et conseillers militaires. Les étrangers, pour la maintenance et l'exploitation de systèmes avancés. Une énorme partie du budget est consacrée à l'achat d'armes avancées, mais ces différents systèmes proviennent de plusieurs pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine, ce qui crée des problèmes d'interopérabilité. Cela signifie qu'ils ont besoin de beaucoup de consultations, de gestion et de conseils de la part de personnes qui ne sont pas farouchement loyales à l'Arabie saoudite. Pour tenter de contrer cela, la structure de commandement existante a historiquement privilégié la loyauté au mérite. Ces faiblesses gagnent en importance à mesure que la région s'instabilise. Lorsque l'Arabie saoudite a du mal à démontrer sa force militaire, cela nuit à son influence et à sa capacité à dissuader ses ennemis. De l'autre côté du golfe Persique, l'Iran cherche désespérément une victoire. Après avoir perdu la majorité de la direction du Hezbollah à cause des attaques israéliennes et l'éviction de Bachar el-Assad au Liban, l'Iran s'approche de ce qu'on appelle le terrain de la mort. Un concept utile provient de la traduction de Sun Tzu par Samuel Griffiths, qui parle du terrain de la mort.
Qu'est-ce que le terrain de la mort? C'est quand ton ennemi te met sur le terrain de la mort, ce qui veut dire qu'il va te tuer. Et donc, tu n'as pas d'autre choix que de te battre, parce que si tu ne te bats pas, tu es morte. Tes chances sont faibles, mais se battre est la seule façon d'en avoir une. De t'en sortir. Le terrain de la mort, c'est être acculé dans un coin. C'est comme brûler les bateaux, mais les bateaux ont été brûlés par ton ennemi. Jusqu'à présent, l'agression iranienne envers l'Arabie saoudite s'est limitée à la coûteuse guerre par procuration au Yémen, l'Iran soutenant les rebelles Houthis et l'Arabie saoudite appuyant le gouvernement. Mais le détroit d'Ormuz, par où transite une grande partie du pétrole mondial, rend cette rivalité d'importance mondiale. Tout problème lié aux expéditions de pétrole peut fortement impacter l'économie mondiale. C'est un scénario extrêmement dangereux pour les Saoudiens. Ils paraissent bien plus faibles qu'Israël et ils manquent d'un garant de sécurité majeur. Même avec tout son argent du pétrole et sa volonté d'investir dans la défense, le royaume ne semble pas pouvoir dépenser pour sortir de ce problème. C'est à lui de trouver une solution. Pour la sécurité, il doit renforcer les liens avec la Chine sans nuire aux alliés occidentaux. Dans la région, il doit s'aligner avec Israël sans provoquer de réactions négatives du monde arabe. Le contrôle par l'Arabie saoudite des lieux les plus saints de l'islam, la Mecque et Médine, ajoute une autre dimension à cet exercice d'équilibre. Cette autorité religieuse a historiquement conféré au royaume un pouvoir d'influence considérable. Cependant, son leadership religieux est de plus en plus contesté par la vision concurrente de l'islam portée par l'Iran et par le désir des jeunes saoudiens d'interprétation plus modérée. Lorsque Mohammed Ben Salmaneh organise des disc jockeys internationaux et des combats de boxe, il ne se contente pas de divertir les touristes. Il risque des réactions négatives des conservateurs religieux qui voient dans ces événements comme une menace pour l'identité islamique du royaume. Où cela laisse-t-il l'Arabie saoudite ? Un royaume partagé entre ambition et réalité. Vision 2030 est un pari audacieux, visant à transformer un État dépendant du pétrole en une puissance économique diversifiée. Mais les chances de réussite semblent de plus en plus minces. Avec la pression à la baisse sur les prix du pétrole due à des changements structurels du marché, la montée des défis sécuritaires dans tout le golfe Persique et le retrait du parapluie protecteur américain, l'Arabie saoudite se trouve dans la position la plus précaire qu'elle ait connue depuis des décennies. Il ne s'agit pas seulement de savoir si l'Arabie saoudite peut gagner la décennie 2030, mais si elle peut traverser les bouleversements qui redéfinissent le Moyen-Orient avant la fin de l'horloge économique. Et pour Mohammed Ben Salmaneh, les années à venir détermineront si sa vision peut surmonter ces obstacles ou si la transformation saoudienne à 1000 milliards de dollars n'était qu'un mirage dans le désert.